Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, pouvoir et opposition en ordre de bataille pour les élections en République démocratique du Congo. Mais alors que tous s'interrogent sur la tenue de la présidentielle, l'autre grand débat est celui sur le seuil de représentativité pour les candidats aux élections législatives. Les regroupements politiques rendus quasi obligatoires sont-ils en train de semer la confusion? À quoi pourrait bien ressembler la future Assemblée nationale congolaise? On en débat dans un instant avec nos invités. Et la Banque africaine de développement au secours des PME de l'agroalimentaire en grande difficulté, trop risqué de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Le soutien de la BAD, 15 millions de dollars via le Fonds africain pour la sécurité alimentaire. Les déplacés centrafricains dans une situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader, dénoncent les ONG qui leur viennent en aide. Ils sont près de 700 000 déplacés à l'intérieur du pays, 570 000 à l'extérieur à cause de l'instabilité et la prolifération des groupes armés en Centrafrique. Et pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, M. Hamidine Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. À mes côtés, M. Sega Goundiam, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes chercheur et consultant en management. Et également avec nous, M. Didier Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On place tout de suite à l'actualité politique. En République démocratique du Congo, les élections au cœur du débat public. Le vote 3 scrutins en une séquence va regrouper la présidentielle, les législatives et les provinciales le 23 décembre. Des élections capitales, surtout la présidentielle, pour sortir le pays de la crise née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Outre la crise, au cœur du débat également, le seuil de représentativité pour ce qui relève des élections législatives, un seuil qui devrait bouleverser les équilibres au sein de l'actuelle Assemblée nationale. Illustration dans ce reportage de Jacques Amboka et de Fanny Mounichi. Députée nationale et cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Adel Kaïnda a claqué la porte du parti présidentiel. À 6 mois de la tenue des scrutins très attendus en République démocratique du Congo, la députée nationale rejoint et prend la direction de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, un parti d'obédience chrétienne. ALDEC est un parti politique d'inspiration chrétienne qui tire ses valeurs de la Bible, Épître aux Galates 5:22, et fonde son action sur la famille, cellule de base de la société, point de départ du développement intégral communautaire. La famille doit bénéficier d'une prise en charge adéquate par des gouvernements successifs, aussi à travers les programmes menés que dans l'application des politiques éditées en faveur de ses membres. Élue députée nationale en 2011 au nom du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti du président Joseph Kabila, la démission d'Adel Kaïnda du parti devrait, si les règles sont respectées, avoir des conséquences sur son mandat à la députation nationale. Elle pourrait être contrainte à la démission. Évidemment, étant donné que les députés sont élus sur base des listes des partis politiques, le législateur n'ayant pas voulu qu'il y ait une sorte de vagabondage, a prévu à ce sujet que tout député national qui estime ne plus pouvoir faire partie du parti, passez-moi la tautologie, sous le label duquel il a été élu, celui-là, automatiquement, après sa démission du parti, devra perdre ses fonctions de député national. La bataille s'annonce donc très rude pour les prochains scrutins, avec l'épineuse problématique du seuil à 1% au niveau national, ce qui contraint les états-majors des formations politiques à plus de regroupements et stratégies. Le parti dont Adel Kaïnda prend la direction fait partie de l'Alliance des forces et démocrates du Congo et alliés, le deuxième regroupement politique au sein de la majorité présidentielle. Alors une députée qui quitte donc le PPRD, le parti présidentiel, pour un parti qui appartient à l'Alliance des forces des démocrates chrétiens du Congo. L'Alliance des forces des démocrates du Congo qui lui-même appartient, en tout cas est alliée à la majorité présidentielle. Alors,
c'est très difficile de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des alliances en République démocratique du Congo. Alors en tout cas, ce sont 599 partis et 77 regroupements qui sont autorisés à participer à ces élections présidentielles, législatives, provinciales, donc le 23 décembre. Alors est-ce que la RDC, Sega Goundiam, est en train de se diriger vers des élections dans la confusion? C'est pas si sûr que ça. Je pense qu'il faut analyser cet événement sous deux angles. Le premier est purement mathématique. Quand on est un regroupement, parce qu'elle ne quitte pas la majorité présidentielle, et quitte un parti de la majorité présidentielle. Et quitte le PPRD. Oui, pour aller vers un autre parti, le Parti chrétien, de la majorité présidentielle. Alors, je ne sais pas où en sont les sondages ou les enquêtes. Ça peut être intéressant mathématiquement d'aller renforcer un parti qui risque d'être juste en dessous du seuil, parce qu'il y a un effet de bord, de façon à générer des députés là-bas qui se regrouperaient ensuite. Ça, c'est la première analyse qu'on peut faire. La deuxième qu'on peut faire, c'est une promotion pour elle. Hein. Elle fasse présidente d'un parti. Une promotion pour elle. Alors, quand même, voilà, on peut se dire que quand on se plonge véritablement dans la liste de ces partis et regroupements autorisés, alors on a beaucoup de mal véritablement à comprendre. Alors, on se dit que comment les électeurs vont pouvoir procéder le 23 décembre? Oui, c'est quand même un peu difficile parce qu'on connaît le nombre de partis en République démocratique du Congo, c'est pléthorique. Et ça, effectivement, on se demande comment la population, les 70 à 75 millions de Congolais vont s'y retrouver. Mais bon, j'espère que ça ne serait pas sur une base quand même ethnique. J'espère que non, parce que les Congolais sont des gens très consciencieux et puis c'est des gens qui sont réellement attachés à leur État, au Congo. C'est des gens qui ne sont pas très belliqueux, parce que si c'était des gens belliqueux, le Congo aurait disparu depuis fort longtemps. Donc ça, c'est à saluer au point de vue quand même tenu pour les Congolais. Mais je me dis quand même qu'il faudra aussi remettre de l'ordre justement dans tout ce tralala, parce que le changement de veste et puis le changement de les transfuges qui quittent un parti pour aller vers un autre parti, je crois que ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux et ça démontre que la démocratie n'est pas très ancrée aussi, quoi, parce qu'il faudra qu'il y ait des règles strictes, dures, et puis qu'on dise à la personne ou bien aux députés sortants, aux députés déjà en place, que si vous êtes transfuge, vous serez éliminé d'office. Et puis à part ça, il faudra mettre des clauses comme quoi que vous ne pourrez plus vous représenter, parce que sinon ce sera un marchandage de tapis. Dans des coins de salon, on va faire un marchandage et puis ça va bousculer, par exemple, l'ordre soit au Congrès, soit au Sénat, ou bien, par exemple, à l'Assemblée même, quoi. Donc ça, c'est à éviter pour un pays qui veut avancer et qui veut montrer quand même le chemin pour ses citoyens. Oui, Didier Ouédraogo. Moi, je suis assez ahuri et même stupéfait, pour ne pas dire découragé, de voir ce spectacle. Parce qu'en réalité, quand on veut vraiment faire quelque chose et avancer dans la démocratie, ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Et je pense que la situation du Congo nous décrit vraiment une situation de politique de clientèle. Il n'y a pas d'objectif politique par rapport aux acteurs propres, en fait. L'objectif politique, s'il existe, du moins, il est seulement arrivé aux acteurs que nous voyons sur la scène, c'est-à-dire aux différents responsables de partis, parce que très souvent, si on doit regarder derrière ces partis, il n'y a pas grand monde. Mais il y a du monde autour de tout ce monde-là, autour de qui précisément? Autour de Kabila, parce que c'est important de ne pas sortir, d'être à côté, parce qu'on ne sait jamais comment les choses vont évoluer. Donc en réalité, c'est des calculs tout à fait politiciens, parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays aussi petit que le Congo, on puisse avoir, quand je dis petit, je parle, quand je dis petit, j'entends, je vais dire d'un point de vue, c'est pas le numérique, mais l'avancée politique, dans la progression politique, comment on peut arriver à autant de partis avec des programmes qu'on puisse proposer à un peuple et que ce peuple soit lucide pour dire c'est celui-là, c'est ce programme, c'est un tel qui mène bien la barque, qui va ouvrir la perspective du développement, de la démocratie, etc. Comment? C'est-à-dire qu'on est dans une situation de panier à crabe, où en fait
moi je le dis très sincèrement, hein, où chacun va de son bistouri, de son texte, de ses alliances. Parce que cette dame que nous avons vue là, Madame Kayinda, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps sur la scène politique. Elle était députée depuis 2011 en fait. Bon, c'est vrai que son ascension, mais nous sommes là dans des jeux d'alliance, de réalliance, de trahison. En réalité, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas de scrupule pour trahir et changer de camp quand la situation se présente. Et l'autre élément qu'il faut ajouter, parce que là, vous avez dit à peu près le schéma, c'est-à-dire que c'est un schéma vers lequel on va, qui ne va pas régler du tout, même si effectivement, en 2018, là, en fin 2018, il y a des élections, nous n'allons pas sortir avec quelque chose de crédible. D'autant plus que le dernier élément qui vient s'ajouter à la scène politique, c'est la question donc de Bemba. Donc cette question vient exploser un peu la donne. Et dedans, derrière Bemba, il va y avoir encore donc du recentrage, du calcul, donc des repositionnements, parce qu'on ne sait pas du tout où vont les forces. Donc en réalité, on a un peuple qui a devant lui plein de gens qui disent tout le monde veut son bien, mais on ne sait pas comment y arriver. Et c'est un problème réel. Sega Goundiam. Je crois qu'il ne faut pas qu'on regarde les situations dans nos pays avec les prismes que nous avons ici. Et je veux dire par là qu'il y a deux choses. Il y a un premier phénomène qui est un phénomène de conquête de pouvoir, exclusivement de conquête de pouvoir. Et je ne suis pas sûr que cette dame, elle ait trahi qui que ce soit. Je me demande si ce n'est pas un poisson pilote. Je n'en suis pas certain. C'est une hypothèse. Parce que les chrétiens, avec les accords de la Saint-Sylvestre, on le vend en poupe, donc aller récupérer un peu, ça peut être tentant. Bon, à voir, on verra. On verra ce qui se passera. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut remarquer. On parle beaucoup du peuple et des gens qui apparaissent, qui défendent leur beefsteak, qui cherchent à se faire élire, etc. Mais tout ça est un rapport. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a des populations qui ne comprennent pas les programmes politiques. Disons les choses comme elles sont. Aujourd'hui, nous avons besoin, nous sommes en apprentissage de la vraie démocratie qui consiste à réfléchir et à choisir en fonction des programmes politiques et de ce qui est proposé. On n'en est pas là. Comme on n'en est pas là, les gens votent en fonction de qui ils connaissent pas. Et en fait, nous avons un pays qui est fragmenté, en petites baronnies, où les gens sont connus, ne sont pas connus. Et il s'agit de rassembler ces petites baronnies, ce qui explique la multiplicité des partis politiques. Je crois que ça a un sens sociologique. Et c'est ça qu'il faut regarder de près. Oui, bon, moi je pense aussi que justement ces transfuges, généralement, c'est dû à la corruption. Il y a beaucoup de corruption. La corruption gangrène justement la vie politique, pas seulement au Congo, dans toute l'Afrique. Et donc ça aussi, c'est à mettre justement sur le tapis parce que c'est quelque chose de très dangereux et vicieux. Les Africains doivent éviter justement de s'allier à ce genre de personnage. Bon, je ne dis pas qu'elle est corrompue, hein, mais bon, voilà. Donc, mais attention au procès. Voilà, exactement. Mais je dis quand même qu'il faudra que les changements de veste, c'est une mauvaise augure. Donc il faudra que les Africains soient beaucoup plus consciencieux. Et puis pour le Congo, disons-le, il faudra qu'il y ait des candidats de la société civile sans parti. Il faudra qu'ils aient le courage d'affronter justement ces partis. C'est vrai qu'il faut des moyens, mais quand ils expliqueront bien, par exemple, à l'intérieur du territoire, que ce soit à Kinshasa ou bien dans les autres grandes métropoles congolaises, ça pourrait passer. Parce que le salut du Congo viendra justement de la société civile, parce que ces partis, ces 500 et quelques partis, la majorité, ce ne sont pas des partis. Ce ne sont pas des partis, ils se déclarent partis, mais en fait, ce ne sont pas des partis, c'est peut-être 10 personnes ou 50 personnes derrière, et puis pas plus. Alors, justement, la composition de l'actuelle Assemblée, ce sont plus d'une centaine de partis qui sont affiliés au parti du président de la République. Alors, il y a beaucoup de petits partis, qui sont affiliés au PPRD, donc tout ça englobé dans la majorité présidentielle. À quoi pourrait bien ressembler la future Assemblée nationale compte tenu de ce seuil de représentativité introduit il y a quelques mois? Mais elle va être à l'image de ceux qui sont en train de chercher l'adhésion de tel ou tel village, de telle ou telle ville, etc. Elle va être à cette image-là. Parce que dans le fond, on n'est pas dans une construction nationale. On est dans une construction de chapelle de pouvoir. Et c'est dans cette configuration, en réalité, que chacun peut aller faire son marché. Parce qu'en réalité, comme nous sommes dans des zones
En fait, c'est un pays qui est déjà en soi balkanisé politiquement, pour être plus simple. C'est-à-dire, donc, cette balkanisation ne rend pas du tout la lisibilité d'un programme. En fait, elle rend la lisibilité de promesses de personnes qui portent des promesses pour telle ou telle localité et qui jurent sur tous les dieux que dès qu'ils seront élus, ils vont réaliser ça pour tel village. Ouais. Donc, en réalité, nous ne sommes pas dans un programme conçu de manière nationale. C'est-à-dire, les questions nationales sont des questions essentielles en Afrique. Ces questions ne sont pas posées comme ça. Elles sont posées de manière régionale, par appartenance, par affinité, etc. Donc, quand on va dans la lecture que vous indiquiez, la lecture sociologique, je veux bien comprendre qu'en réalité, nous ayons, ou les hommes politiques en Afrique aient une difficulté à faire passer un message. Encore faut-il qu'il y ait un réel message politique qui soit englobant. C'est-à-dire, il faut que les hommes politiques apportent une question nationale. Si vous n'apportez pas une question nationale et que vous apportez une question régionale, mais la réponse ne peut être que régionale et les adhésions ne peuvent être que régionales. Donc, dans l'Assemblée que vous indiquez, qui va sans doute se configurer si les élections ont lieu, nous aurons donc un conglomérat de personnes qui, en réalité, sorties de leur petit cercle, circonscription village, ne peut pas se faire entendre ailleurs. Parce qu'en fait, on ne les connaît pas. Et puis d'ailleurs, peut-être qu'on n'a même pas intérêt à les connaître. Et le problème, c'est que le pouvoir central, parce qu'il y a un pouvoir central dans tous les cas, que le pouvoir central se contente de cette dispersion des voix qui portent en réalité atteinte à l'unité nationale. Parce que c'est comme ça. Si on arrive à effectivement mettre en place un programme, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de lutte politique, il faut des oppositions. Comme vous indiquez tout à l'heure, que des sociétés civiles émergent des individus qui portent un programme, mais il faut que les programmes aient une consonance nationale, c'est-à-dire l'intérêt général. Et je pense que quel que soit le schéma par lequel on passe, les populations africaines, aussi illettrées, aussi néophytes dans le geste démocratique qu'on puisse envisager, je pense que si on a des porteurs de programmes, parce que les politiques peuvent traduire les programmes dans les langues nationales, ils peuvent transmettre, il y a des relais locaux, où on peut transmettre un programme d'un dirigeant politique. Donc il y a des relais. Il y a la communication. On n'est pas obligé d'utiliser les schémas que nous avons en Occident pour transmettre un programme politique. Mais c'est à nous, c'est aux hommes politiques qui sont sur le terrain d'inventer des voies pour faire adhérer de manière consciente les populations. Je suis convaincu que les populations ont une conscience politique. Maintenant, il ne faut pas la trahir, il ne faut surtout pas l'instrumentaliser. C'est ça la question qui est posée. Sega Goundiam, on lit un peu de perplexité dans votre regard. 3 points. 1, l'instauration de seuil d'éligibilité va dans le sens de ce que vous souhaitiez. Normalement, ça devrait écraser les petits. Ça devrait. Donc ça va dans ce sens-là. Plus on le met haut, plus on écrase. C'est le premier point. Deuxième point, je disais tout à l'heure, attention à nos réflexes vus d'ici. Quand on regarde bien, j'en discute souvent avec ceux de chez moi, les gens s'imaginent que la capitale est déterminante. C'est faux. La capitale, c'est peu de choses par rapport à l'ensemble du pays. En plus, la capitale vote beaucoup moins que l'intérieur du pays. Et les intellectuels, c'est encore une infime minorité de la capitale. Ce n'est rien du tout, ça. En élection, ça ne vaut rien. Nous sommes dans un marketing, c'est vraiment du marketing politique, mais qu'on peut comparer au marketing commercial. On est en train de cibler des niches. Et c'est ce qui se passe dans les villages, dans les coins dont on est ressortissant. Et ces gens-là qui vont solliciter les populations qui sont quelquefois pas connues dans ces coins, ils sont connus dans la capitale. Ce sont des gens qui sont connus médiatiquement, mais ils ne sont pas connus dans les villages. Par contre, leur famille est connue dans le village. Et ça suffit pour se faire élire. Et nous sommes dans un marketing politique qui n'est pas idiot quand on y réfléchit bien. Il nous choque, parce qu'il ne correspond en rien aux objectifs nationaux. Quand vous allez dans un village, vous êtes sûr que ce qui se passe dans l'ensemble du pays, c'est ça qui les intéresse? Je crois que c'est plutôt ce qui se passe devant leur porte qui les intéresse. Et dans leur coin. Et donc c'est à ceux-là qu'on s'adresse en marketing. Non, mais de toute façon, ceux qui candidatent,
les postulants, par exemple, à n'importe quel poste, que ce soit des députés ou bien la présidentielle. Et ils ne restent pas uniquement dans la capitale, parce que la capitale, par exemple, Kinshasa, c'est une mégapole africaine, effectivement, entre 8 et 10 millions. Mais sur les 70 millions, effectivement, c'est le 7e, quoi. C'est le 7e. Et tous ne votent pas. Voilà. En général, c'est 10, 11, 12%. Voilà, oui. Donc, de toute façon, les déplacements se font généralement à l'intérieur des territoires. Ouais. Et puis, effectivement, à l'intérieur des territoires, il y a justement la personnalité ou bien les gens connus, les clans, les castes, les familles et autres, les baronnies qui comptent. Oui. Bon, tout en sachant cela, il faudra se dire généralement que le morcellement politique au Congo et puis le découpement électoral fait que il a calculé, Kabila a bien calculé, donc il a fait un tel découpement que ceux qui seront élus, c'est généralement les gens de son camp, ou bien les affiliés. Donc, bon, les autres partis ne peuvent que courir derrière et puis accepter ce qu'on leur propose, oui. Parce que ce qui les intéresse, en fait, c'est pouvoir se nourrir, en fait. C'est ça le drame. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause.